Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 7 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste décline sa vision du service universel. Le gouvernement mise sur la transformation numérique en première ligne, la formation d'experts compétents, l'installation du digital dans tous les foyers. Le vin est de plus en plus prisé des Ivoiriens, surtout en période de fête. On en dénombre une centaine de variétés sur le marché avec des prix d'entrée de gamme. Chaque bouteille de vin contient plus de 600 substances organiques et nutritionnelles. Nous ferons un tour dans les grandes surfaces. À tout le pleu dans l'Ouest ivoirien, la ministre Maria Toukone remet des chèques à 100 victimes et familles de victimes dans le cadre de la phase nationale du processus d'indemnisation. L'opération a été lancée en août 2015 pour soutenir les victimes des crises. Enfin, en Mauritanie, l'opposition entend participer aux prochaines élections législatives prévues cette année. Elle avait boycotté le précédent scrutin législatif en 2013. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez au sommaire de ce 20h notre rendez-vous culturel. On parlera littérature avec Le destin de Kokwa. C'est le titre du premier roman publié par notre invité de la page culture de ce samedi. Arsène Kofi Kouadio est un auteur ivoirien. Il est le président de la 26e promotion des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Passionné de cinéma, de littérature, il publie Le destin de Kokwa pour interpeller l'Afrique sur ses valeurs, ses traditions qui tendent à disparaître aujourd'hui. Mais comment préserver ces valeurs? Notre invité nous répondra dans quelques instants. Bonsoir, monsieur Arsène Kofi Kouadio. Bonsoir, madame. Alors, vous avez décidé d'interpeller l'Afrique sur ses valeurs, ses traditions à travers Le destin de Kokwa. Ce voyage du village à la ville a bien une raison, n'est-ce pas? Effectivement. En tant que jeune, il était quand même important pour moi de pouvoir déjà interpeller et inviter l'opinion nationale et internationale à se pencher d'abord au niveau de notre culture. En tant qu'Ivoiriens, il est important que pour nous, que nous fassions la promotion, que nous valorisons nos cultures. Et donc, c'était pour moi un peu ma pierre à l'édifice en écrivant cet ouvrage de 105 pages afin de montrer aux Ivoiriens et au monde entier l'intérêt de la culture. Effectivement, c'est très important. Et vous allez vous expliquer davantage sur cette question des traditions, des valeurs africaines. Ce sera dans la page culture exactement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure pour nos échanges. Merci, madame. Voilà. Tout d'abord, voyons cette rencontre sur les télécommunications, rencontre à laquelle a pris part le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Le ministre Bruno Koné-Nabagné a décliné sa vision du service universel. Le gouvernement mise sur la transformation numérique. En première ligne, la formation d'experts compétents, l'installation du digital dans tous les foyers. Explication avec Lansine Bakayoko. La transformation numérique désigne le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités. Aujourd'hui, le défi est de placer le citoyen au cœur de cette transformation, un chantier sur lequel la Côte d'Ivoire est bien engagée. Nous vulgarisons, nous démocratisons, nous faisons en sorte que les citoyens lambda, partout où ils se trouvent sur le territoire national, puissent avoir accès à ces technologies, soient formés pour en profiter de la meilleure façon. Et maintenant, ce que nous attendons des populations, c'est qu'elles adhèrent à cela, c'est qu'elles viennent, c'est qu'elles rejoignent le train qui est en train de passer. Témoignage de la détermination du gouvernement, le projet de réalisation d'une ligne de fibre optique de 7000 km pour un investissement de 107 milliards de francs CFA. L'infrastructure servira entre autres de support de transmission au débit aux opérateurs de téléphonie, ainsi qu'aux fournisseurs d'accès Internet, une mine d'or pour les entrepreneurs ivoiriens. Imaginez qu'un jeune Ivoirien crée une application qui sera achetée à $1 par chaque citoyen africain. Parce que c'est une solution qui nous arrange, qui est une solution à nos problèmes. Okay. Et il va être milliardaire. L'Agence nationale du service universel, ensuite, initiatrice de ces échanges qu'elle voudrait périodiques, en a profité pour inaugurer son centre de test accrédité, un atelier destiné à offrir essentiellement des formations aux particuliers ainsi qu'aux organisations des secteurs publics et privés.
Nous partons pour Paris à l'OCDE, projet cofinancé par l'Union européenne et exécuté dans 10 pays, dont la Côte d'Ivoire. Notre pays a été félicité pour ses bons résultats, au nombre desquels l'existence d'une politique nationale pour la jeunesse, la stratégie nationale du service civique. Le ministre de la Promotion et de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, a fait plusieurs communications et participé à des échanges sur place à Paris. Envoyé spécial, Ouattara Madou Walter. France, Paris, le 16e arrondissement. Le Forum mondial sur le développement initié par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, focalise ses réflexions autour des femmes et des jeunes, franges de la population considérées comme des acteurs du changement. L'institution, qui compte 27 pays membres et 24 pays partenaires, veut exploiter le pouvoir de 4 milliards de personnes à travers le monde. C'est à son siège que l'OCDE mène les présents travaux. Cette organisation indépendante souhaite la création d'emplois formels afin de permettre aux jeunes d'accéder à un travail décent. Il faut aller plus loin dans la démarche et il a été notamment dit dans les différentes sessions la nécessité d'adopter une approche intégrée. À partir du moment où la jeunesse est une question transversale, il est important que la politique soit mise en œuvre de façon intégrée en incluant l'ensemble des ministères sectoriels concernés, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Emploi, etc. Et aussi inclure, au-delà du gouvernement, le secteur privé. À ce dialogue politique de haut niveau était au centre des débats le projet de l'Union européenne OCDE sur l'inclusion des jeunes. Selon Mario Pezzeni, directeur du Centre de développement de l'OCDE, la Côte d'Ivoire, pays bénéficiaire du dit projet, s'est bien illustré durant la phase de mise en œuvre sur la période allant de 2014 à 2018. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a été donc félicité et encouragé à poursuivre les actions visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes. On retiendra que le modèle ivoirien se vend bien. Les résultats du service civique et le reste de la politique globale de gestion des questions liées à la problématique de l'emploi exécutée par l'État de Côte d'Ivoire ont été partagés avec les participants à cette rencontre internationale. L'OCDE a relevé avec beaucoup de satisfaction le fait qu'en 2016, la première politique nationale de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, le premier cadre institutionnel de suivi des initiatives à l'attention des jeunes a été développé. Cette politique nationale de la jeunesse qui s'étend sur la période 2016-2020, c'était un point de satisfaction pour nous que nous avons présenté à l'ensemble de la communauté OCDE. Au-delà de cela, les stratégies qui se développent à travers cette politique nationale de la jeunesse ont montré leur pertinence puisqu'elles touchent tous les axes d'attente des jeunes, en l'occurrence la protection des jeunes, l'autonomisation des jeunes, l'emploi et l'insertion des jeunes, le service civique, sans oublier l'élément pertinent qui est la coordination des initiatives en faveur des jeunes. Les jeunes, cibles des différents programmes de l'OCDE, apprécient les efforts jusque-là consentis pour leur mieux-être. Pourtant, ils expriment encore des attentes. Mes attentes, je pense que je les dirigerai plus au niveau politique et au niveau technologique, c'est-à-dire que je pense que grâce à l'éducation et à l'orientation, on doit promouvoir en fait les métiers scientifiques et technologiques aux femmes, et très tôt il faut orienter les filles vers tous ces métiers-là qui sont peu connus des petites filles. Il est vraiment important que les choses se fassent sur le terrain pour une meilleure inclusion des jeunes et des femmes pour que l'Afrique se développe. Parce que l'Afrique ne se fera pas sans les jeunes ni les femmes. C'est vraiment de l'action. Le projet Inclusion sociale des jeunes a eu pour objectif de renforcer les capacités des acteurs nationaux en matière de compréhension des multiples dimensions de l'inclusion des jeunes, de conception et d'évaluation de politiques en faveur de la jeunesse. Le projet conduit par l'OCDE et cofinancé par l'Union européenne a été exécuté dans 10 pays, dont la Côte d'Ivoire. Les autres pays bénéficiaires sont le Togo, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Pérou, le Salvador, la Moldavie, la Jordanie et le Cambodge.
Retour en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Guinée ont signé une convention. Les deux pays s'accordent sur la construction d'un espace africain de l'enseignement supérieur au sein de la CEDEAO et les échanges de compétences et d'expériences dans le domaine de la gouvernance des systèmes d'enseignement supérieur. On en sait plus avec Sephora Zegui et Franck Quadio. Chaude poignée de main entre Ali Ramata Bakayoko et Abdoulaye Robalde, tous deux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Les deux pays viennent de signer un accord cadre de coopération, partage d'expériences, échange de compétences d'enseignants, de chercheurs, d'experts, de techniciens et d'étudiants sont entre autres les termes de cet accord. La Côte d'Ivoire, qui a déjà une avance dans le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, est un bon exemple pour nous. Nous privilégions les domaines techniques et scientifiques où nous avons beaucoup d'efforts à faire. Et il y aura aussi des échanges de professeurs de part et d'autre. Cet accord vient renforcer la coopération académique et scientifique entre les institutions universitaires de la Côte d'Ivoire et celles de la République de Guinée, selon l'Iramata Bakayoko. Ces accords revêtent une importance capitale et s'inscrivent parfaitement dans la vision de nos deux chefs d'État, à savoir parvenir à l'émergence grâce au développement de la science, de la technologie et de l'innovation et également à la formation de ressources humaines de qualité. Une convention de coopération a également été signée entre la Guinée et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro. Au centre de cet accord, l'accueil et la formation d'étudiants guinéens en Côte d'Ivoire. Les accords que nous venons de signer portent sur deux directions. D'abord, accueillir des jeunes Guinéens talentueux dans les classes préparatoires de l'INPHB, les former de sorte que ces étudiants puissent passer les concours internationaux. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire a émis le vœu de voir ces accords s'étendre à d'autres universités et grandes écoles, aussi bien ivoiriennes que guinéennes. Et dans le domaine de la salubrité, l'opération Grand Ménage se poursuit. La 14e édition a été lancée ce samedi 7 avril dans la commune d'Atekoubé. La ministre Anne-Désirée Oloto est sur le terrain. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable invite les commerçants de la commune d'Atekoubé installés de façon anarchique sur les trottoirs et chaussées à quitter les lieux. La ministre Anne-Désirée Oloto encourage les populations à s'approprier l'opération Grand Ménage. Le compte rendu de notre reporter Grace Kando dans nos prochains journaux. Le vin, on en parle maintenant. Le vin est de plus en plus prisé des Ivoiriens, surtout en période de fête. On en dénombre une centaine de variétés sur le marché avec des prix d'entrée de gamme. Chaque bouteille de vin contient plus de 600 substances organiques et nutritionnelles. Nous ferons un tour dans les grandes surfaces, boutiques spécialisées et caves du quartier pour découvrir toutes ces variétés de vins avec nos reporters Didier Nguessan et Christelle Mena. Mousseux ou tranquille, moelleux ou sec, rouge, rosé ou blanc, près de 50 millions de litres de vin sont consommés chaque année en Côte d'Ivoire. C'est environ 2 bouteilles par habitant. Une consommation qui place la Côte d'Ivoire au rang de 2e plus gros importateur de vin en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria et devant le Sénégal. C'est généralement dans les caves que les amateurs de vin se retrouvent pour des after-work. Ces rendez-vous de début de soirée font des caves des lieux de consommation privilégiés. C'est le meilleur dans la consommation, entre guillemets, par rapport à d'autres produits. À notre âge, maintenant, c'est le vin qu'il faut. 500, 1000 ou 2000 francs la brique ou la bouteille de vin, autant de variétés, des grands crus au vin de table, pour autant de bourses. De tous, c'est le vin rouge qui est le plus prisé. Il représente plus de 9 commandes sur 10. Ces vins bouchés, comme on les appelle ici, proviennent de l'étranger, notamment de l'Europe. Le marché ivoirien est essentiellement ravitaillé, via des importateurs locaux, par des vignobles espagnols et français. L'un de ces fournisseurs vient régulièrement à Abidjan. Objectif, fidéliser la clientèle. En Côte d'Ivoire, je représente une grosse dizaine de propriétés. Je me suis positionné dès le départ sur des vins de milieu et de haut de gamme. On parle d'environ 25 000 bouteilles par an. Le principal importateur ivoirien est un acteur de la grande distribution.
Il revend près de 7 sur 10 bouteilles de vin consommées en Côte d'Ivoire. Maîtriser la chaîne de distribution est une des clés pour développer des parts de marché. Vous avez des boutiques spécialisées. Après, vous avez toute une distribution directe qui va aller s'adresser à la restauration, aux bars, aux boîtes de nuit qui vendent du vin. Nous avons ce qu'on va appeler des tierces, des intermédiaires, qui sont des grossistes ou des semi-grossistes, qui vont être, par exemple, typiquement un dépositaire, à qui on va livrer en gros et qui vont, eux, redistribuer sur l'ensemble des petits points de vente dans le pays. L'importateur organise chaque année, depuis plus de 15 ans, une foire au vin, avec des séances de dégustation. Je vous donne un peu de rosé. Un peu aigre. C'est ce que j'ai remarqué. Il n'agresse pas le palais. Une approche commerciale qui conforte sa position de leader sur le marché du vin en Côte d'Ivoire. Il détient 65% des quelques 100 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires que génère le secteur. À côté de ce magnum, d'autres importateurs plus modestes se positionnent tout de même. Ils sont le chaînon au-dessus des grossistes avant les consommateurs finaux. La stratégie d'abord, c'est d'avoir fait cette cave de façon moderne. Nous faisons des corbeilles pendant les fêtes et nous faisons des promos, des petits mini-foires entre guillemets, pour que les personnes puissent déguster et connaître le vin. Les petits importateurs représentent près de 35% du marché des vins bouchés. Grâce à la proximité des caves et à des prix d'entrée de gamme, ces importateurs entendent vulgariser le vin et contredire l'idée selon laquelle il serait un produit de luxe. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays producteur de vin, mais une partie du vin consommé par la population est reconditionnée sur place à partir de vins importés en vrac. 3 entreprises exercent sur ce créneau. L'une d'entre elles est installée dans cette zone industrielle du district d'Abidjan. On y fabrique du vin à l'air libre, entre poussière et humidité. Tout le contraire de sa promesse d'hygiène inscrite sur le produit fini. Le conditionnement à l'abri de l'air et de la lumière est la garantie d'une parfaite conservation. Le breuvage obtenu sera conditionné en carton ou dans des bouteilles plastiques avant d'inonder les caves et autres commerces à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les bouteilles en verre sur ces images sont aussi celles d'un vin, célèbre sur le marché ivoirien. C'est de la contrefaçon. Cette usine produit au quotidien 50 000 litres de vin et jusqu'à 100 000 litres par jour, en période de fête, selon un employé de l'usine resté anonyme. C'est près d'un tiers de la consommation nationale. Une pratique illégale et dangereuse qui prospère devant une forte demande. Le vin et les Ivoiriens, c'est une histoire d'amour qui dure. Il continue de séduire hommes et femmes, quelle que soit sa robe et son effervescence. Voilà, reportage réalisé pour vous par Didier Nguessan et Christelle Menant. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session du Sénat qui se tiendra le jeudi 12 avril 2018 à 10h à la Fondation Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle signée Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat. La première édition des Jeudis du RHDP s'est tenue hier vendredi à Cocody autour du thème « Gouvernance RHDP 7 ans après, où en sommes-nous ?» Explication détaillée avec notre reporter Alexis Rouetraogo. Premier rendez-vous des Jeudis du RHDP, 3 heures pour faire le point des 7 années de gouvernance RHDP. Face au public venu nombreux, le ministre Souleymane Diarra-Souba du Commerce et le directeur général du Centre de promotion et de l'investissement en Côte d'Ivoire, Esmaël Essis. Tour à tour, il plante le décor des réalisations entreprises pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, mais aussi améliorer le climat des affaires. Si vous créez un salon de coiffure à 500 000, vous pouvez venir déclarer cela au CPC et on vous accorde les avantages du code qui vous donne une exonération fiscale de 5 ans, 8 ans ou 15 ans en fonction du lieu où vous êtes installé. Et ça, beaucoup d'Ivoiriens ne le savent pas. Nous avons vu des entrepreneurs qui investissent dans l'hôtellerie et qui ne savent pas qu'il existe un code d'investissement qui leur permet d'avoir
de l'exonération de la TVA sur les équipements qu'ils importent, la réduction de 40 à 50% des droits de douane sur les équipements qu'ils importent, et l'exonération totale du BIC, de la patente et du foncier pendant 5 ans, 8 ans ou 15 ans. Nous avons travaillé à mettre en place différents organes de fonctionnement, notamment le Conseil national de la lutte contre la cherté de la vie, qui est dans sa phase vraiment opérationnelle, et ensuite la Commission de la concurrence. Pour ce qui concerne le logement, il y a un projet de loi qui a été pris au cours du dernier trimestre 2017 portant sur l'encadrement des loyers. On attend que ce projet de loi puisse passer, je pense, au niveau de l'Assemblée nationale, afin qu'il soit adapté pour éviter toutes les pratiques qui sont abusives dans le marché. Pour 2018, le gouvernement prévoit livrer 10 000 logements sociaux. Le gouvernement, en tout cas, essaie au quotidien de prendre des mesures pour que les conditions de vie des populations puissent être améliorées et pour que l'évolution des prix soit contrôlée. Quand s'ouvre le temps des échanges, questions-réponses, ménagères, commerçantes, responsables de PME et étudiants partagent leur incompréhension. Un exercice au final jugé satisfaisant. La réponse que M. le ministre a donnée, bon, d'abord c'est de bonnes réponses. Il a essayé de nous dire que le gouvernement est en train de travailler sur ces points-là. Donc, je suis d'accord pour ça. Maintenant, il faut que le gouvernement fasse encore plus d'efforts pour satisfaire sa population. Monsieur le ministre lui-même a reconnu qu'il y a des efforts qui restent à fournir. Il y a beaucoup de chantiers qui restent encore, n'est-ce pas, à exploiter. Nous sommes confiants que ce gouvernement, bien évidemment, reviendra sur ces chantiers pour le bonheur des Ivoiriens que nous sommes. Les jeudis du RHDP se veulent l'UCAM pour porter aux Ivoiriens les actions du gouvernement. Ces rencontres sont annoncées pour les 1er et 3e jeudis du mois. Souvent vous entendez, mais qu'est-ce qui est fait pour les populations? On ne voit rien, on ne sait rien, on est au courant de rien. Est-ce que ce gouvernement travaille? Alors que beaucoup est fait. C'est la raison pour laquelle nous avons institué cette tribune pour leur dire ce qui est fait, pour rendre visible ce qui est fait par le gouvernement, pour informer les populations, pour échanger avec les populations, pour communiquer sur les actions et activités menées par le gouvernement pour ces populations-là. Autre défi de cette rencontre, véhiculer des messages de paix et de rassemblement. C'est une question de responsabilité, c'est une question également d'engagement et de volonté de bien faire. Rendez-vous est donc pris pour très bientôt. Il est en fin d'émission en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a fait ses adieux jeudi au ministère des Affaires étrangères. C'était lors d'un dîner organisé en son honneur par le dit ministère. Le ministre Marcel Amontano lui a rendu hommage au nom du gouvernement ivoirien pour avoir contribué au raffermissement des liens économiques et diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi, Gabriel Zani. L'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite, son excellence Saud Saad Atobeti, quitte officiellement la Côte d'Ivoire après une mission de 5 ans. Lors du dîner organisé en son honneur, le ministre Marcel Amontano a salué l'engagement du diplomate saoudien dans le raffermissement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays. Selon le ministre, cette coopération a produit des résultats satisfaisants tant au plan politique, économique, éducatif que religieux. Vous avez su tisser de solides liens d'amitié, tant dans le cercle diplomatique qu'au sein de la population ivoirienne, usant en cela des qualités humaines indéniables qui vous sont reconnues, faites de mesure et de courtoisie. Notre coopération vit des jours heureux, dont la pérennité me paraît acquise. C'est pourquoi je voudrais me féliciter des visites croisées de hautes personnalités en Arabie Saoudite et en Côte d'Ivoire. En guise d'illustration, la visite officielle du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara à Riyad en décembre 2014, qui aura permis de relancer significativement la coopération entre nos deux pays. Élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien, Saad Altobeti a exprimé toute sa reconnaissance à la Côte d'Ivoire. Je voudrais adresser mes sincères remerciements au président de la République, Dr Alassane Ouattara, et à tous les membres du gouvernement ivoirien pour le soutien qu'ils m'ont apporté au cours de ma mission en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite dans ces beaux pays. Arrivé le 23 juillet 2013 en Côte d'Ivoire, le diplomate saoudien a contribué à la marche du pays vers l'émergence et à son retour sur la scène internationale.
Durant sa mission, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement de plus de 34 milliards de francs CFA de la part de l'Arabie saoudite. Loin d'Abidjan, à tout le plus dans l'ouest ivoirien, la ministre Maria Toukone a procédé hier à une remise de chèques à 100 victimes et familles de victimes dans le cadre de la phase nationale du processus d'indemnisation. L'opération a été lancée, je rappelle, en août 2015 pour soutenir les victimes des crises en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a procédé officiellement à l'inauguration du centre de secours d'urgence du Haut-Sassandra. Sidiki Diakité a réaffirmé la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour la création des services de la protection civile dans les régions en vue d'apporter une assistance urgente aux populations. Ngana Konati. Entièrement financé par le Conseil régional du Haut-Sassandra, à hauteur de 316 millions de francs CFA, le centre de secours d'urgence de Daloa est doté de 71 pompiers civils dont la mission est de lutter contre les feux de brousse, les incendies et transporter les blessés des accidents de la circulation dans les hôpitaux. L'avènement de cette section de l'Office national de la protection civile est salué par le président du Conseil régional du Haut-Sassandra. Nul ne sait quand est-ce qu'un accident de la circulation avec beaucoup de dégâts se produirait. Nul ne sait quand est-ce que dans un foyer, une ménagère, par inadvertance, mettra le feu à sa résidence. L'ouvrage que nous allons officiellement inaugurer va permettre d'accroître efficacement les moyens d'une prompte réaction pour sauver des vies humaines et des biens face aux accidents, incendies et périls divers auxquelles nos populations sont régulièrement confrontées. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis une ambulance et un camion-citerne pour renforcer les capacités d'intervention des sapeurs-pompiers. Sidiki Diakité a salué l'action remarquable des pompiers civils qui consiste à prendre en charge la protection des personnes, des biens et de l'environnement. À vous, soldats du feu, je voudrais vous féliciter pour le travail qui est déjà accompli. Le gouvernement ne souhaite plus que des personnes en situation de détresse n'aient aucun recours autour d'elles. Le gouvernement ne souhaite plus que les inondations que nous vivons chaque jour fassent encore des victimes. Depuis fort longtemps, les sapeurs-pompiers ne sont pas à Daloa. Et Dieu nous a aidés. On a reçu ces gens pour nous aider, je suis très content. Le marché de Daloa a une fois été brûlé. Il a fallu qu'on aille jusqu'à Yamsokro pour venir éteindre ce feu. Donc aujourd'hui, s'il y a un centre de ce genre à Daloa, ça nous fait plaisir. Des exercices de simulation ont meublé la cérémonie officielle d'inauguration du centre de secours d'urgence du Haut-Sassandra qui dessert 7 communes et près d'1 500 000 habitants. Hors de la Côte d'Ivoire, en Mauritanie, l'opposition entend participer aux prochaines élections législatives prévues cette année 2018. Elle avait boycotté le précédent scrutin législatif en 2013. L'opposition demande par ailleurs que soient poursuivis en justice tous ceux qui appellent à modifier la Constitution dans le but de permettre au président Ould Abdelaziz de briguer un 3e mandat en 2019. Nous sommes samedi, on passe maintenant à la page culture de ce 20h et on ouvre avec le Massa, un bilan satisfaisant pour le marché des arts du spectacle d'Abidjan qui a eu lieu, je rappelle, du 10 au 17 mars dernier ici à Abidjan. Le directeur général Yacouba Konaté fait le bilan ici suivi par notre reporter Issa Tchonayo. Le directeur général du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, devant la presse. 3 semaines après la 10e édition du Massa, Yacouba Konaté dresse le bilan. Il se réjouit du bon déroulement de la manifestation à Abidjan, même si le public a souvent fait défaut sur certains sites. Le Massa a émis 400 billets entre les billets que nous avons achetés et les billets que nos amis et les autres professionnels ont mis sur la table pour pouvoir nous rejoindre. Donc, en termes d'économie de la culture, c'est un signe qui indique que le Massa est rentable. La vocation du Massa est de vendre des spectacles. Cette année,
plus d'une soixantaine ont tapé dans l'œil des acheteurs. De quoi réjouir le directeur général du Massa. Au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré déjà 68 intentions d'achat. Sur la vente des tickets de certains spectacles par une structure privée, en partenariat avec le Massa, Yacouba Konaté entend faire le point de la collaboration avant de se prononcer sur une probable reconduction. Le Massa a vocation à animer la chaîne des valeurs des métiers de la culture et nous avons fait confiance à un groupe de professionnels qui a fait plusieurs séances dont certains n'ont pas apporté toute la satisfaction que eux et nous attendaient, mais dont certains ont marché. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan est une occasion pour le ministre de la Culture et de la Francophonie d'inviter les pays du Nord à ouvrir leur espace aux artistes subsahariens. Même inviter de façon régulière à des festivals, à des concerts en Europe, nos groupes, nos artistes sont privés de visa. Que les artistes soient libres d'aller et de venir. Car les artistes ne se sédentarisent pas là où il n'y a pas d'inspiration. Ils vont et ils viennent. Le Massa 2018 a vu la participation de 152 groupes, 160 exposants, 65 pays, 102 journalistes internationaux, plus de 150 journalistes nationaux, 1695 participants. Et on arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Arsène Kofi Kouadio, auteur du roman « Le destin de Kokwa ». Alors, M. Arsène Kouadio, dites-nous, je remarque, votre récit commence au village avec Djouman, le père de Kokwa, votre personnage principal. C'est un choix, mais comment vous l'expliquez? En fait, je l'explique par rapport à un constat. Le constat est que la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine, il y a une cassure entre nous, en tant que jeunes, et notre village. Et donc, c'était important pour moi déjà de réconcilier et de ramener la jeunesse ivoirienne à sa culture, de permettre à cette jeunesse-là de pouvoir quand même épouser ou même réépouser sa culture. Donc, de comprendre ce qui se passe dans nos contrées, de comprendre tout ce qui se passe au village. Et donc, c'est pour ça que ici, j'amène déjà mon lecteur à pouvoir quand même se plonger à fond dans les remous ménages, tout ce qui se passe au village, pour comprendre un peu déjà l'existence qu'il y a dans nos contrées, l'existence qu'il y a dans nos villages. Donc à garder la tête, c'est vrai, dans la modernité, mais les pieds dans la tradition. Effectivement. Nous allons suivre ensemble le résumé de votre roman qui a intéressé également notre reporter Issa Tchounoyeo. Il a lu, il le résume pour nous. Merci. Un ouvrage pour valoriser les us et coutumes africaines. Le destin de Kokwa, tome 1, exhorte les jeunes à avoir les têtes dans le modernisme et à garder leurs pieds dans la tradition. La trame de l'œuvre est assez évocatrice pour le lecteur. Le personnage principal, Kokwa, élève et orphelin de père, va subir les pires difficultés liées à sa condition de vie. Maltraitance, méchanceté des hommes et la souffrance sont autant de mots pour freiner Kokwa dans sa quête d'un bien-être. En guerrier solitaire, il n'y va pourtant pas se laisser gagner par le découragement et la paresse. Bien qu'étant à l'école occidentale, il va se donner la force de réussir en s'inspirant des valeurs culturelles ancestrales. Ce moral de gagneur ne laisse personne indifférent. On s'est très vite rendu compte que c'était un passionné de littérature qui avait des idées très claires sur ce qu'il voulait. Et il appartenait aux éditions Balafon de la Compagne. L'écrivain est quelqu'un de brillant. Et moi, je l'ai rencontré. Il m'a soumis son ouvrage. Je l'ai lu. J'ai été convaincu. Le maire de Maracoury salue la qualité du livre et exhorte les jeunes à la lecture. Et la culture, ce n'est pas simplement aller au cinéma. La culture, c'est aussi pouvoir écrire et lire. Voilà. Et nous avons envie vraiment que les enfants prennent pour passion lire. L'auteur Arsène Kofi Kouadio est étudiant à l'INFAS. Féru des lettres, en plus de soulager l'homme par des soins médicaux, veut également le guérir par les écrits. Le destin de Kokwa est donc la voie toute ouverte pour réaliser ce rêve longtemps caressé depuis sa tendre enfance.
Voilà, nous continuons notre voyage du village à la ville. Diouma, d'abord au village. Diouma était au village. C'était un homme très attaché à sa culture, à sa tradition, mais moi j'ai eu l'impression qu'il acceptait tout au nom de cette tradition-là, même les serpents dans sa case. Mais en fait, il acceptait parce que ça avait une explication. Et donc, ça, je le dis parce que ça fait partie de notre culture. Et lorsqu'on a des serpents qui viennent, qui tournent autour, ça veut dire qu'on attend... Parce que sa femme était enceinte. Voilà, effectivement. Donc, c'est un fait qui, effectivement... Donc, il n'avait pas le droit de tuer ces serpents-là. Bon, de toute la façon, les serpents étaient partis. Et donc, il ne pouvait pas les retrouver. Mais, effectivement, il a compris que c'était déjà des signes qui étaient quand même aussi assez importants, qu'on devait quand même mettre en exergue pour dire qu'effectivement, les serpents sont venus pour protéger Banga. En fait, il va mourir de façon mystérieuse. Effectivement. Vous pointez aussi du doigt la sorcellerie. Oui, en fait, pour dire que même dans le village, c'est vrai qu'on voit aussi les aspects positifs, mais il y a aussi les aspects négatifs. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans l'œuvre, on a montré que, certes, Diouma, qui avait quand même des vertus, mais pouvait quand même succomber vraiment à ces effets qui sont réels, en fait. D'accord, ça nous amène à parler des valeurs qu'il faut préserver, les valeurs africaines. Quelles sont ces valeurs selon vous? Moi, je pense que d'abord, il y en a plusieurs. Mais le plus important, c'est d'abord ce que nous avons comme culture, je vais même dire ancestrale. Et donc, cette culture ancestrale, il est important que nous, en tant que jeunes, déjà, nous prenons cette culture-là comme une doctrine afin de pouvoir être des ambassadeurs de ces cultures-là. Donc, en termes de valeurs, c'est d'abord notre éducation de base. C'est pour cette raison que, déjà, l'œuvre commence au village. Alors, Kokwa va pouvoir quand même se baser sur l'éducation qu'il a reçue par son père, qui est planteur. Et donc, c'est l'environnement culturel, l'environnement qu'il y a au village. Cette éducation au niveau des plantations, le respect. Et voilà. Donc, c'est un jeune qui respectait. Effectivement. Voilà. Donc, cette cohésion, Kokwa a su adopter cette cohésion, a su adopter cette doctrine traditionnelle et a pu quand même se faire une place au soleil, tout en se basant sur ses vertus, tout en se basant sur tous ses atouts culturel qu'il a reçu de son père et de sa mère. Mais son frère jumeau, lui, va prendre une autre voie. Effectivement, là encore, c'est pour déjà interpeller la jeunesse, parce que certes, nos parents font ce qu'ils peuvent, mais c'est à nous d'abord d'être prêts à pouvoir accepter déjà les principes et aussi accepter nos différentes éducations. C'est pour ça aussi que je dis qu'on peut être jumeaux, mais si nous-mêmes, on n'arrive pas à accepter déjà l'éducation qu'on nous donne, on peut alors suivre une voie qui est négative. Et donc ici, il y a un parallèle. Donc Kokwa qui suit les prescriptions de son père. Malgré le décès de son père. Effectivement. Malgré le décès de sa mère, il s'en sort. Il s'en sort, effectivement. Mais son frère jumeau, lui, va aller à la dérive. Voilà, simplement pas pour dire que chacun a son destin, chacun doit pouvoir construire son identité. Malgré l'environnement dans lequel on se trouve. Malgré l'environnement, il faut que chacun puisse construire son identité culturelle et professionnelle aussi. D'accord. Vous dites qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de perdre ses valeurs traditionnelles, toutes ces valeurs qui font l'Afrique. Alors, c'est vrai, vous partez de quel constat pour le dire? Madame, je fais par exemple un simple constat. Aujourd'hui, quand on se retrouve entre nous jeunes étudiants, quand on échange, quand il s'agit des différentes cultures européennes, alors nous avons toutes les informations. Nous connaissons même l'hymne des pays européens. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quand ils posent une question, on dit non, nous, actuellement, avec la mondialisation. Donc, nous avons également des chaînes étrangères. Nous avons des pays étrangers qui ont une puissance à travers leurs médias, qui vendent leur culture et donc qui nous imposent. C'est-à-dire que malgré nous, qui imposent... Mais c'est bon de s'ouvrir à l'extérieur? Non, je dis, effectivement, c'est bon, mais qui nous imposent leur culture. Et donc, c'est à nous également aussi de valoriser ce que nous avons comme le Comment le faire? D'abord, il faut multiplier déjà les rencontres, il faut multiplier les cérémonies culturelles, il faut médiatiser tout ce que nous avons comme culture, afin de pouvoir aussi essayer, comme je dis, quand même de pouvoir confronter un peu les Occidentaux, parce qu'ils ont vraiment une machine médiatique qui fait qu'aujourd'hui, nos cultures que nous avons du mal vraiment à pouvoir mettre en exergue. C'est un complexe pour le penser? Je pense que c'est un complexe dans la mesure où je ne vois pas encore vraiment en termes de solutions, je ne vois pas encore voilà, je pense que le dessin de Kokwa est dans le ton. Alors, quand vous dites que nous devons valoriser nos traditions, nos valeurs, c'est vrai, on doit dépoussiérer cette tradition. Effectivement. Il y a l'excision qui n'est pas bien, qui est au nom de la tradition qui est appliquée. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter à un pays comme la Côte d'Ivoire de valoriser ses traditions, sa culture? D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des fuites de cerveau
Simplement parce que quand nous sommes assis devant la télévision et que nous voyons des édifices, par exemple, comme la Tour Eiffel, nous avons envie de partir pour juste vérifier, pour juste voir, effectivement. Et donc, c'est toutes ces valeurs-là, effectivement, qui nous poussent à aller. Mais si déjà, en Côte d'Ivoire, nous mettons en exergue ce que nous avons comme culture, c'est sûr que la jeunesse ivoirienne, déjà, qui va adopter, prenant cette culture, elle sera même l'ambassadeur. Vous voyez, madame, aujourd'hui, je suis assis ici, je suis posé une promotion à l'INFAS, mais le professeur Milan Sanogo, qui est décisionnaire de l'INFAS, sera fier du fait que son étudiant est assis devant la télévision. Donc, c'est la 26e promotion, c'est la directrice générale de l'INFAS qui est aussi fière. Donc, c'est un parallèle pour dire que lorsque la jeunesse se retrouve, par exemple, en Occident, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est fière, c'est le peuple ivoirien qui est fier. Et donc, il faut pouvoir quand même déjà reconstruire nos valeurs. Il faut reconstruire les valeurs de la jeunesse ivoirienne, il faut reconstruire les valeurs de la jeunesse africaine, il faut reconstruire les valeurs de la Côte d'Ivoire, afin que, regardez madame, il n'y a même pas d'édifice, quand on parle par exemple de la Côte d'Ivoire, qui caractérise la Côte d'Ivoire, comme par exemple la Tour Eiffel. Et merci beaucoup, monsieur Arsène Kofi Kouadio. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on pense à l'éléphant. Il y a quand même des emblèmes. Je pense que le ton est donné et vous donnez également le ton dans votre ouvrage, Le destin de Kokoa. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Il faut valoriser notre culture et la Côte d'Ivoire est riche en diversité culturelle. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. À demain 20h. Très belle soirée, CRTI 1.